L'histoire que je vais vous raconter est pleine de bruits et de fureurs. Il s'agit de l'histoire de la langue française. Je vous propose de revivre avec moi, à travers 10 épisodes d'une demi-heure, les moments forts de ce combat plus que millénaire. Les grandes batailles que nous allons évoquer ne se résument pas toutes à des joutes oratoires. Souvent, il s'agit de luttes violentes et de victoires remportées dans le sang. Mais par-delà cette violence, je souhaite également vous faire partager l'exaltation que l'on peut ressentir pour l'étonnante entreprise qui a fait du français, ce joyau de finesse et d'élégance, la langue que nous parlons aujourd'hui. Au combat en faveur du français ont pris part tous les écrivains illustres qui ont su lui donner son renom et contribuer au rayonnement des valeurs qui fondent notre culture. À ce combat sont associés aussi tous ceux qui parlent français dans le monde chaque jour, qu'ils soient de France, de Wallonie, de Suisse romande, du Québec, du Maghreb, d'Afrique ou d'ailleurs. À travers ce combat, nous savons, nous sentons qu'il s'agit tout simplement de défendre notre manière de concevoir, de dire et d'écrire le monde. Revendiquer le français comme une langue riche, moderne et efficace, telle est la clé de son rayonnement dans le monde de demain. Tel est aussi le moyen de témoigner en faveur de toutes les autres langues. Le XVIIe siècle est le siècle véritablement de la raison triomphante, comme on l'a souvent dit. Vous savez qu'on veut à cette époque-là tout régenter, rationaliser, réglementer. La langue surtout bien entendu, mais aussi les sciences, les arts, la politique, l'économie. 1635, date de fondation de l'Académie française, est une date définitive. On peut dire qu'à ce moment-là, toutes les conditions sont créées pour confier à des maîtres de langue le destin du français et par conséquent pour lui donner une configuration et un visage quasiment définitifs. Comment a-t-on pu en arriver là? Eh bien, pour le savoir, il faut remonter au milieu du XVIe siècle, c'est-à-dire au règne d'Henri II. Au milieu du XVIe siècle, l'autorité monarchique semble à son zénith. Le règne d'Henri II marque, dans le prolongement de l'œuvre de François Ier, la montée d'un premier absolutisme centralisateur. Cependant, une menace pèse sur le royaume. Le protestantisme progresse sans cesse. Les églises réformées s'organisent sous l'égide de Calvin. La répression est sévère. La chambre ardente du Parlement de Paris envoie sans pitié les réformés au bûcher. La mort accidentelle d'Henri II lors d'un tournoi cette même année 1559 va brusquement remettre en cause toute cette politique. La régente Catherine de Médicis louvoie alors entre les catholiques intransigeants menés par les Guises et les protestants forts de puissants appuis menés par les Coligny. Malgré la politique d'apaisement du chancelier Michel de l'Hôpital, des massacres se déclenchent dans tout le royaume. Le jour de la Saint-Barthélemy, le 24 août 1572, est marqué par un véritable bain de sang. L'amiral de Coligny est assassiné, ainsi que plusieurs centaines de protestants. Henri III succède à son frère en 1574. Il se rend rapidement impopulaire et ne peut mettre un frein aux guerres de religion. Une véritable guerre civile s'étend à tout le royaume. Des régions entières font sécession. Le roi s'enfuit de Paris en 1588. Il fait alors assassiner le duc de Guise, déchaînant la colère des populations catholiques. Il s'allie ensuite au protestant Henri de Navarre et assiège Paris aux mains de la Ligue. 1589, un moine fanatique, Jacques Clément, réussit à approcher Henri III et le tue. Défenestré par la garde, il est massacré, son corps est écartelé et brûlé. Son successeur Henri IV, appuyé par les Anglais et les Hollandais, poursuit le siège de Paris, toujours aux mains des ligueurs catholiques, qui reçoivent des renforts d'Espagne et d'Italie. Après ces années de chaos, Henri IV peut enfin se lancer à la conquête de son royaume. Au début du XVIe siècle, de même que les réformés veulent moderniser le christianisme en dépouillant sa liturgie, de même les écrivains et les poètes entendent moderniser la langue française. Ronsard notamment. Ronsard, en effet, est l'âme de ce mouvement. Il crée autour de lui un ensemble de poètes, un mouvement qu'on a appelé la Pléiade, par évocation de la fameuse Pléiade antique qui regroupait 7 poètes anciens. Et effectivement, autour de lui, 6 autres poètes sont regroupés, c'est-à-dire Joachim du Bellay, le grand helléniste savant Dorat, Rémy Belleau, Jean-Antoine de Baïf, Jodelle et Pontus de Thiard. On considère en général 1549 comme une date charnière parce que c'est celle à laquelle Joachim du Bellay publie sa fameuse Défense et illustration de la langue française.
Qu'est-ce qu'il entend faire dans cet ouvrage très fameux? Eh bien, essentiellement, condamner, rejeter l'héritage du Moyen-Âge et recréer une langue poétique avec des rimes, des rythmes nouveaux adaptés au temps moderne. Également, créer une langue par emprunt de vocabulaire pour l'enrichir jusqu'au foisonnement même. Et par quelle voie s'y prend-il? Eh bien, essentiellement emprunt aux dialectes, aux archaïsmes du français, aux langues étrangères des pays voisins, surtout italien et espagnol, et aussi pour les termes techniques, au latin et au grec. Et Ronsard, qu'est-ce qu'il fait à l'époque? Eh bien, pendant ce temps, Ronsard, évidemment, continue son activité de poète qui publie, et en 1550, il publie 4 livres d'odes, dont un des enseignements est un rejet assez méprisant de la poésie précédente, dite marotique, du nom de Clément Marot, et un rejet aussi de l'héritage des poètes courtisans dont faisait partie Marot. Alors, 5 ans après, en 1555, cet ouvrage, ces 4 odes de Ronsard, ont produit une impression tellement grande que l'on chantonne partout à la cour, on fredonne tous les poèmes, et notamment un des plus célèbres, Mignonne, allons voir si la rose. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'être un poète courtisan pour être le préféré de la cour. Non, effectivement. Un des enseignements essentiels de cette situation, c'est que le français, à travers cette richesse de la poésie, a acquis une sorte de renouveau et même de renom considérable. Et de fait, le français devient, à travers cet éclat des poèmes de la Pléiade, la langue de la littérature. Mais pas seulement. Au-delà même de la littérature, le français devient langue des sciences, notamment de la philosophie, des mathématiques, de la médecine. Et tout cela peut faire par conséquent que l'époque de la Pléiade est une époque de très grand rayonnement du français. Cependant, les choses évoluent, tout a une fin. Et vers 1585, la Pléiade connaît un mouvement de déclin. De plus en plus, on considère que ce foisonnement de création, de littérature, de mots empruntés, de mots nouveaux, nuisent à ce qui va être bientôt le dépouillement classique du français. Et par conséquent, les critiques commencent de foisonner. Mais est-ce qu'elles sont justifiées? Elles sont en partie justifiées. On a un besoin de retour à un peu plus de simplicité du style et du vocabulaire. Et ces critiques, au fond, sont justifiées surtout par quelque chose, c'est que, sous prétexte d'enrichir la langue, on l'avait en fait inféodée par un très grand nombre d'emprunts aux langues anciennes, latin et grec, dont on voulait justement se libérer et s'affranchir. De sorte que peu à peu, à la Pléiade, se substitue un nouveau mouvement qui va annoncer le classicisme. Et cependant, si on voulait faire un bilan de ce qu'a été la Pléiade, elle a certainement été une date essentielle, non seulement par ce foisonnement d'œuvres poétiques célèbres, restées en littérature, mais aussi par le fait que grâce au succès des poèmes de la Pléiade, eh bien, une langue est devenue la langue littéraire, considérée comme celle dans laquelle vraiment une littérature, notamment poétique, s'exprime, à savoir justement la langue française. L'abjuration d'Henri IV rend enfin possible le sacre du roi et sa légitimation. Le 25 juillet 1593, à l'abbaye de Saint-Denis, elle est reçue par l'archevêque de Bourges en ces termes. « Qui êtes-vous? Je suis le roi. Que demandez-vous? Je demande à être reçu dans le sein de l'Église catholique, apostolique et romaine. Le voulez-vous? Je le veux et je le désire. » Le 27 février 1594, le roi est sacré solennellement dans la cathédrale de Chartres. À Paris, les troupes espagnoles appelées par les ligueurs se sont rendues particulièrement impopulaires. C'est ainsi qu'Henri IV pénètre dans la capitale grâce à l'aide des habitants. Le monarque poursuit la reconquête des places fortes du royaume. Il entre à Lyon en 1595. Le 13 avril 1598, il promulgue l'édit de Nantes qui autorise le culte protestant sous certaines conditions. Il pardonne aux ligueurs et met en place une politique d'apaisement. Le redressement peut commencer. Après l'annulation de son mariage avec Marguerite de Valois, la reine Margot, le roi épouse Marie de Médicis, nièce du grand-duc de Toscane, envers qui il était débiteur. Le mariage est conclu par procuration le 5 octobre 1600. L'agriculture, vitale pour la subsistance des populations, est relancée et planifiée. Les conseillers du roi, Sillery et surtout Sully, sont les principaux artisans de cette entreprise de redressement économique encadrée par l'État. Le développement de manufactures de textiles, de cristallerie, l'exploitation des mines et carrières donnent un nouvel essor industriel au pays. La France étend sa domination au-delà des mers. Samuel Champlain fonde Québec en 1608 et remonte le Saint-Laurent. Or, le 14 mai 1610, le roi tombe sous les coups d'un visionnaire exalté, Ravaillac. Il laisse derrière lui un royaume riche et pacifié et un fils de 9 ans. En 1610, à la mort d'Henri IV,
Louis XIII est encore un enfant, et par conséquent, c'est l'époque de la régence de sa mère, Marie de Médicis. Et dans ces premières années, cette première décennie du XVIIe siècle, on voit se former le talent et se créer la compétence d'un poète très important qui est Malherbe. Malherbe est un poète de cour. Cette notion de poète de cour, relativement nouvelle par rapport à la Pléiade, elle désigne des poètes courtisans qui sont pensionnés. Je suppose alors qu'il devait être contre les auteurs de la Pléiade. Il était très hostile à la Pléiade. Il considérait que c'était un étalage de subjectivité, notamment chez Ronsard. Il considérait aussi qu'il pliait les anciens et que, d'une manière générale, ce n'était pas un modèle à suivre que ce qu'on faisait dans la poésie de la Pléiade. Alors quel modèle il préconise? Eh bien lui, il recommande quelque chose de nouveau. D'abord, une langue qui va être précisément la langue classique, dont il fixe les grandes règles. Il va devenir un maître de langue, une sorte de auteur qui représentera l'idéal à suivre et à reproduire. Et il recommande par conséquent d'éviter toute les formations qui avaient eu cours durant la Pléiade, même des mots comme des formations composées qui paraissaient désuètes comme porte-ciel ou blond doré. Et donc tout cela est éliminé. Il demande également d'éliminer les mots dialectaux qui ne sont pas compris de tout le monde, notamment des Parisiens. Et par exemple, un mot comme ja, aujourd'hui c'est déjà, ou gonflé, c'est un mot dialectal, sera banni avec Malherbe désormais du français. Il condamne aussi les inversions. Par exemple, j'ai l'enfant vu pour j'ai vu l'enfant, pour un certain nombre d'autres choses. Il condamne donc tout ce qui nuit à la clarté, à la pureté classique. Et on peut dire que finalement, c'est un poète qui fixe des règles extrêmement précises. Oui, mais est-ce que finalement il ne condamne pas un peu l'émotion aussi? Écoutez, c'est le règne de la raison. Et Malherbe, on peut considérer que c'est vraiment celui qui fixe un intérêt de la littérature pour les thèmes qui intéressent généralement l'homme. La raison, l'expérience, les choses de la vie, et non pas les choses de l'amour, les choses du lyrisme, ou l'émotivité, la subjectivité, qui sera, bon, qui était un petit peu le cas de la Pléiade, à la fin du siècle passé, et puis qui sera beaucoup plus tard, 2 siècles après, les thèmes principaux du romantisme, ça c'est vrai. Bon, c'était quelqu'un qui était à la recherche d'une pureté classique, d'un dépouillement finalement, et du point de vue de la langue, il disait, non sans paradoxe, que cette même langue dont j'ai dit que c'est une langue qui devait être chercher ses modèles du côté de la langue noble, les usages de l'aristocratie, elle devait aussi se donner pour modèle la langue des crocheteurs du port au foin, c'est-à-dire les gens les plus simples, les gens du peuple de Paris qui parlent une langue finalement très simple, mais qui devaient aussi être capables de comprendre. Donc ça n'est pas tellement paradoxal, c'est une langue qui doit être à la fois très pure, très classique et accessible à tout le monde. La conséquence, c'est une langue très dépouillée et, peut-on dire, légèrement appauvrie. Il y a des mots qui disparaissent désormais. Par exemple, on ne pourra plus jamais utiliser pendant très longtemps, pendant plus de 50 ans, un mot comme chose, considéré comme vulgaire, comme trop vague, ou comme poitrine, considéré comme trop concret, trop précis. C'est un peu nier l'évolution naturelle de la langue, parce que... On peut le dire, mais c'est aussi éliminer tout ce qui lui semble nuire à une évolution vers plus de pureté. Donc on peut dire, si on veut se résumer, qu'on voit se succéder avec Malherbe à cette espèce d'ensemble d'inconvénients d'une anarchie, les rigueurs d'un magistère exigeant. À la mort d'Henri IV, la minorité de Louis XIII entraîne la régence de Marie de Médicis. Peu douée pour les affaires politiques, elle subit l'influence de son entourage, en particulier de Leonora Galigai et de son mari Concini. La noblesse s'agite. Les États généraux sont convoqués en 1614, pour la dernière fois avant la Révolution de 1789. Les divisions internes de cette assemblée sauvent l'absolutisme royal. L'assassinat de Concini, le 24 avril 1617, est organisé par le jeune Louis XIII, qui éloigne alors sa mère. Marie de Médicis favorise secrètement le cardinal de Richelieu, ancien évêque de Lyon, qui entre au conseil en 1624. Cet homme, remarquable par son intelligence et son pragmatisme, s'impose auprès du roi dont il rétablit l'autorité. Reprenant La Rochelle aux protestants en 1628, il pratique à leur égard une politique de relative tolérance religieuse, mais exige une complète soumission à l'État. Jusqu'à sa mort en 1642, il réorganise l'administration royale, les finances, le commerce et la marine. En politique extérieure, il se lance dans une série d'alliances complexes. Il s'allie au roi protestant Gustave Adolphe de Suède pour lutter contre les Habsbourg catholiques lors de la guerre de 30 ans. Sa remarquable habileté se double d'un goût certain pour les arts et les lettres. Il comprend l'importance de l'opinion publique. Il utilise comme instrument de propagande le premier journal La Gazette de Théophraste Renaudot. Il fonde en 1634 l'Académie française. Il réorganise aussi la Sorbonne, faisant bâtir la chapelle sous laquelle il est inhumé. Le cardinal de Richelieu aimait la langue française, et même il se piquait de bien l'écrire. Il avait
un rêve. Il songeait très fortement à lui donner, comme à d'autres domaines et symboles de l'État, une loi officielle. Il avait autour de lui d'ailleurs un cénacle de lettrés. Un salon? Une sorte de salon privé. Bientôt, un érudit célèbre, Chapelain, informa le cardinal qu'il existait un autre cénacle qui se tenait chez Conrart, un conseiller royal, avec des amis, des belles lettres, des amis personnels de Conrart, comme Godot, comme Maleville, comme Habert. Quel est l'intérêt de Chapelain de parler de cet autre cercle, Richelieu? Eh bien, Chapelain avait une idée particulière lorsqu'il avertit Richelieu. En effet, Chapelain admirait énormément la fameuse Académie florentine della Crusca, qui avait été placée sous la protection de Pierre de Médicis. Et ce dont il rêvait, c'était de donner à la France une institution littéraire comparable. Alors Richelieu, averti par Chapelain, donc, envoie son secrétaire Boisrobert pour aller proposer à ces messieurs, Conrart et ses amis, sa protection. Ça signifie quoi, sa protection? Ça veut dire pour les pensionner, purement et simplement, Les financer, avec les financer, avec naturellement une autorité de l'État sur eux. Alors, au début, évidemment, il marquait quelques réticences parce qu'il n'était pas tellement content, enfin, initialement, de cette mainmise ou cette espèce d'autorité que l'État voulait s'assurer sur leur projet. Mais ils eurent vite fait de voir les avantages d'une telle situation, d'autant plus que c'étaient des écrivains loyalistes qui, un peu comme Malherbe écrivant en faveur du pouvoir monarchique, considéraient qu'il convenait d'affermir la langue française comme symbole de l'État. Le 13 mars 1634, une compagnie est fondée qui, à l'origine, comporta 27 membres. Et ces membres étaient choisis par l'autorité monarchique ou... Non, ils étaient cooptés entre eux. Et c'était ainsi qu'ils appartenaient à l'Académie dès lors qu'un d'entre eux radiait tous les suffrages, ou la plupart des suffrages. Alors, ces membres donc, qui tinrent leur première séance le 13 mars 1634 se constituèrent une semaine plus tard encore, qui s'appela l'Académie française. Et cette Académie française reçut même, le 25 janvier 1635, une date importante, considérée généralement comme celle de sa création proprement dite, les lettres patentes du roi. C'est-à-dire? Elle devenait, par lettres patentes du roi, un corps officiel de l'État, bien davantage que le cénacle privé de Richelieu lui-même. Alors, du fait qu'elle devenait un corps officiel de l'État, l'Académie française reçut des statuts. Ces statuts comportaient une cinquantaine d'articles, parmi lesquels on peut retenir trois des plus importants, l'article 24, le 25 et le 26. L'article 24 conférait comme mission aux académiciens de donner à la langue française des règles certaines et de la rendre pure, éloquente et capable de traiter les arts et les sciences. L'article suivant, l'article 25 que j'ai cité, leur recommandait aux écrivains de puiser leur modèle parmi les meilleurs auteurs. Les meilleurs auteurs, les académiciens? Non pas nécessairement les académiciens qui se seraient ainsi épaulés par solidarité de corps entre eux, mais les écrivains, très souvent académiciens ou candidats à l'Académie, qui, par leurs œuvres, ralliaient les suffrages, par leur qualité, de l'ensemble du corps social. Et le dernier article, 26, stipulait qu'il devait être composé, dans de bons délais, une grammaire, un dictionnaire, une rhétorique et une poétique. Ainsi, on peut dire qu'en 1643, c'est-à-dire à la date de la disparition de Louis XIII, il existait désormais une Académie française, c'est-à-dire un corps qui était chargé du soin permanent de la langue française et qui était de surcroît un corps officiel de l'État. Louis XIV est encore un enfant à la mort de son père. Sa mère, Anne d'Autriche, aidée par le cardinal de Mazarin, doit exercer la régence. Encore une fois, le pouvoir est ébranlé par des révoltes. C'est la fronde des membres du Parlement, puis des nobles. Louis XIV se souviendra longtemps de ce dernier sursaut contre l'absolutisme monarchique. Dès sa majorité, il va établir un pouvoir sans partage. Sous son règne, la fonction royale est magnifiée, sacralisée. Versailles en constitue le centre de gravité. C'est ainsi qu'il assurera durablement son contrôle sur la noblesse. Le roi Soleil affirme son autorité sur l'Église de France et n'hésite pas à s'opposer au pape. Louis XIV s'appuie sur Colbert pour consolider l'emprise de l'État sur la nation. Il réorganise les conseils, l'administration royale et contrôle totalement les parlements. Le colbertisme structure une véritable industrie d'État, faite de manufactures telles que les Gobelins. Les premières chambres de commerce apparaissent dès 1664. Le protectionnisme rend le solde de la balance commerciale positif. Ainsi, l'absolutisme royal, centralisateur, imprègne toutes les composantes de l'administration, de la société, de la religion et de l'économie. Il existe un parallélisme assez évident, qu'on a souvent souligné. En effet, de même que d'un côté l'on a
une conception monarchique du pouvoir très centralisée, notamment dans des domaines comme l'administration, comme l'économie. De même, on a une conception organique de la langue. Ainsi, le dictionnaire hiérarchise, il classifie, il ordonne. Chaplin aimait à dire que l'on doit considérer le dictionnaire comme un trésor, un magasin des phrases reçues. Cet enseignement de l'Académie va véritablement donner au français sa forme classique. Et la chose se fait à travers notamment des noms comme ceux d'écrivains, Honoré d'Urfé, Huyghe de Balzac et surtout Vaugelas. Qui était Vaugelas? Claude Fabre de Vaugelas est un très grand grammairien qui écrit en 1647 ses célèbres Remarques sur la langue française. Quelle fonction avait-il au sein de l'Académie? Eh bien, Vaugelas était chargé du dictionnaire, principalement. Cependant, il tarde à le rédiger. Pourquoi? Eh bien, parce que les subventions se font attendre. Or, Vaugelas meurt en 1650, de sorte que le dictionnaire ne sera publié qu'en 1694, beaucoup plus tard, soit plus de 20 ans après l'installation, assez confortable, des académiciens au Louvre par Colbert. Mais quelle langue prenaient les académiciens et donc Vaugelas à l'époque? La langue qu'ils prenaient, c'était essentiellement celle qui est reflétée par la fameuse notion de bon usage. Qu'est-ce que le bon usage? Eh bien, c'est l'usage de la cour, évidemment, qui rejoint principalement, pour l'essentiel, ce que Vaugelas appelle la plus saine partie des auteurs de ce temps. Cet usage, il est ennemi de tout jargon de spécialité, ennemi également du pédantisme latinisant, et il épure la langue. Il considère qu'elle doit être claire, élégante, éloquente, et en même temps, bien qu'il soit inspiré par celui de la cour, c'est-à-dire par le sommet de la hiérarchie sociale, il n'est pas élitiste, sans qu'il y ait vraiment de paradoxe, parce que ceux à qui il s'adresse, ceux à qui il a fonction de s'adresser, c'est la plus grande partie de la population, c'est le grand nombre. Ainsi, pour ne citer qu'un exemple parmi d'innombrables autres, Vaugelas dit, il ne faut pas dire naviguer comme les gens de mer, mais naviger, comme le disent les gens de la cour. Aujourd'hui, on dit naviguer. Je trouve que c'est l'usage parlé qui s'est imposé. Précisément, l'usage parlé. Pourquoi? Eh bien, parce qu'une autre distinction très importante que Vaugelas prône, c'est la distinction entre le parler et l'écrit. En fait, le bon usage, ce serait la langue écrite. D'une certaine façon, on peut dire que oui. Or, ce qui est certain, c'est que c'est à partir de cette époque que commence à se dessiner la distinction essentielle. Il y a certes des passerelles tout au long de l'histoire du français entre l'écrit et le parler. La distinction essentielle entre l'écrit et le parler, caractéristique du français jusqu'à nos jours, c'est de cette époque-là qu'elle date. Durant le règne de Louis XIV, les arts, à l'image des lettres, sont soumis à la toute-puissance royale, qui impose un véritable carcan étatique. Le caractère d'un art qui se veut purement français et même d'État est affirmé dans ce contexte. Par exemple, pour la façade du Louvre, il préfère choisir le projet architectural classique, conçu par les architectes français Claude Perrault et Levaux, et rejette le projet de colonnade baroque de l'italien Le Bernin. De même, la statue équestre de Louis XIV, dans laquelle le Bernin avait mis toute sa fougue, est reléguée dans un coin du parc de Versailles. Seule la majesté et la sérénité olympienne du classicisme pouvaient convenir au roi Soleil. Le monarque, par ses interventions directes, a ainsi laissé une empreinte profonde sur l'art du grand siècle. Le peintre Charles Lebrun avait fondé en 1648 l'Académie des Beaux-Arts. Elle siège au Louvre dès 1656. Louis XIV honore à plusieurs reprises ces institutions de sa royale présence. Ainsi, cette visite solennelle en 1681 à l'Académie des sciences. Cependant, ces académies ne jouirent pas du prestige de la première d'entre elles, l'Académie française. Mais c'est bien plus tard, sous le Premier Empire, que Napoléon l'installera sur la rive opposée de la Seine, dans l'ancien collège des Quatre Nations conçu par Mazarin. Aujourd'hui encore, les immortels siègent sous cette coupole qui est devenue le symbole de l'Académie française. Le travail de l'Académie consistait essentiellement à discuter de la forme, du contenu et de l'orthographe des mots. C'est encore le cas aujourd'hui? Bien sûr. Les discussions souvent étaient très longues. Par exemple, pour prendre un exemple parmi beaucoup d'autres, on pouvait se demander longuement s'il fallait dire jusqu'aux aujourd'hui ou jusque à aujourd'hui. Une fois qu'elles étaient prises, les décisions de l'Académie étaient suivies à la lettre. Et la conséquence de cela, bien entendu, c'est que son pouvoir était très grand. Mais jusqu'où allait ce pouvoir? Eh bien, l'autorité de l'Académie était tellement grande que la plupart des grands écrivains de l'époque classique se fondaient sur son jugement et allaient jusqu'à remanier leur écriture en fonction de ses réactions. Ainsi, c'est ce que fit, par exemple, Racine, et ce que fit Bossuet, et ce que fit même Corneille. Son cas est particulièrement intéressant puisque Corneille, le Cid de Corneille, dont Richelieu souhaitait qu'une lecture critique fût faite, fut lu par Chaplin,
qui publia sur le Cid ses sentiments sur le Cid. Bah. Et Corneille, vers 1660, à une époque où il avait écrit la plupart de ses tragédies, tint un compte si exact des remarques qui avaient été faites qu'il commença de refaire, de rédiger un certain nombre de vers, même certains vers qui étaient bons, pour les remplacer par de moins bons. Voilà. Oui, mais alors finalement, à quoi ça sert de réglementer la langue si c'est pour finalement nuire à la création littéraire? Ah, ben, il est certain que l'Académie pouvait se tromper, que quelquefois les contradictions existaient, cela est inévitable. Essentiellement, le problème, c'était qu'il y a une sorte d'antinomie, de contradiction entre deux choses à concilier. D'une part, le respect de l'histoire de la langue, de son évolution, et puis le besoin de la fixer. Mais malgré tout cela, malgré les brocards de beaucoup d'autres, de beaucoup d'écrivains, on peut dire qu'en gros, le travail de l'Académie fut extrêmement bénéfique pour la langue. Elle qui était un corps constitué de ce qui représentait l'État, en même temps du reste que l'Église, que l'armée, et pas seulement de spécialistes de la langue ou de lettrés. En gros, on peut, pour conclure tout cela, dire que l'Académie est typique de quelque chose qui est une constance de la vie culturelle française, c'est que la langue en France est une affaire politique tout autant qu'une affaire culturelle.